voilà, c'est le moment de voir si cela vous inspire des questions, des réactions, des propositions. Peut-être. Donc, nous avons toujours un micro-baladeur. C'est toujours Robert qui le transmet. Et c'est toujours vous qui intervenez. D'ici, on ne voit pas... Alors voilà, le micro est là. Quelqu'un voudrait-il s'en emparer? Voilà, il est prêt. Oui, alors, Muriel. Oui. Je vais profiter, je veux vraiment vous remercier tous les quatre. C'est un bon moment qu'on vient de passer. Je trouve qu'il y a vraiment une cohérence, une complémentarité dans vos interventions. Et je voudrais me situer aussi justement dans cet interstice. Et donc moi j'ai participé avec l'école et d'autres ici à la constitution des services d'accompagnement. Et puis après 20 ans, je viens de passer 20 ans du côté politique, effectivement. Et tout ce que vous avez amené met vraiment bien en évidence cette nécessité d'occuper tous ces espaces où justement l'acteur social, le citoyen, avec toutes ses difficultés, avec les droits auxquels il a droit, mais auxquels il n'a pas toujours droit dans les faits, et ce politique qui est obligé de remplir toute une série de fonctions et qui ne les remplit pas, toujours non plus. Et donc cet interstice, il est fondamental. C'est à partir de là que l'interpellation peut vraiment se faire et que le changement peut essayer de se construire de manière partagée et combinée. Et l'exemple du réseau de lutte contre la pauvreté est en soi remarquable. Parce qu'effectivement, et donc pour pour compléter ce que vous avez amené sur cette séance où des hommes et des femmes politiques se sont trouvés avec un robinet qui goûtait au rythme de la coupure du compteur d'eau. Et donc, à la fin de la soirée, on n'avait toujours pas de quoi boire une bonne gorgée d'eau. On était effectivement confrontés à des versions poétiques, des versions créatives, des versions artistiques et des versions orales, écrites et de toutes les formes de messages qu'on voulait nous donner à nous en tant qu'acteurs politiques. Et donc non seulement c'était interpellant, mais ça nous a obligés à une forme de créativité aussi pour pouvoir répondre et pour pouvoir répondre de manière juste. Parce que quand on est interpellé comme ça, c'est difficile de mentir et c'est difficile de lire un paragraphe du programme. Et donc, moi je nous invite au niveau de l'accompagnement aussi de notre secteur à avoir cette audace de se dire on peut aussi interpeller, on peut aussi créer des espaces-temps où on amène l'autre à incarner, à vivre les choses autrement et en devenant aussi sujet politique qui est confronté au sujet citoyen qui interpelle. Oui, moi je voulais peut-être revenir sur ce que Madame Mailly disait tout à l'heure au niveau du réseau et du rôle de facilitateur et sur ce qui a été dit à plusieurs fois. On a effectivement des personnes qui certes ont des droits et je pense que beaucoup savent qu'elles ont des droits. On ne va pas faire le débat ici sur la portée, sur la valeur des droits et tout ce qui s'ensuit. Ce que je trouverais aussi intéressant, parce que le but finalement qu'on recherche tous, c'est d'avancer et d'aider les personnes que l'on rencontre à mieux être, en tout cas. Dans le rôle de facilitateur, je trouve que c'est vraiment très bien de pouvoir conscientiser les administrations, les pouvoirs publics des différents manquements, des décisions qui ont été prises et qui ne conviennent peut-être pas à l'un ou à l'une. Mais la plus-value, ce serait peut-être aussi, ça existe peut-être, je n'en sais rien, d'avoir le retour inverse et que ce rôle de facilitateur, que ces facilitateurs puissent aussi renvoyer à la base
le comment ça fonctionne et aussi attirer l'attention. On a certes tous des droits, mais pour valoriser et obtenir ces droits, il y a aussi dans notre société des devoirs et parfois je pense qu'on oublie aussi que ça fait partie des choses et qu'il faut pouvoir en tenir compte. Donc si les personnes qui sont à la base ont l'occasion de monter, de connaître et d'être au courant de comment ça se passe au niveau administratif et d'attirer l'attention des décideurs sur différents manquements, je crois qu'un de leurs rôles, ce serait aussi de retourner vers la base et de réexpliquer comment ça fonctionne pour que les gens soient mieux informés de l'ensemble du système. Alors Christine, est-ce que cette réciprocité est prévue? Est-ce qu'elle est possible? Alors, d'abord, une petite précision par rapport au métier en tant que tel. Je vais le prendre à travers un exemple très très concret. C'est toujours plus facile à comprendre. C'est que l'intention de la fonction, et donc c'est bien une fonction rémunérée, les gens vont être employés. Donc ça, c'est aussi un combat, d'arriver à dire que on va faire un emploi rémunéré normal à des personnes dont ça va être la mission et qui n'ont pas les diplômes requis, etc., etc. Puisque aujourd'hui, on a tendance à dire déléguons tout ça au bénévolat, sortons de l'emploi, nous au réseau, on est favorable à l'emploi, à un contrat, à une contractualisation. Ça peut être indépendant, mais ici parlons de contractualisation dans tous les champs. Et je le dis juste la phrase, mais c'est un peu le credo au réseau maintenant. On travaille pour qu'il y ait... Enfin, on s'investit politiquement pour essayer d'aller vers une société où on crée des milliers d'emplois qui font du bien à celui qui l'exerce, du bien à ceux qui en bénéficient, et du bien à ce qui est nécessaire à la société aujourd'hui, la démocratie, la planète, le climat, l'environnement, les liens sociaux, etc. Donc, c'est un contrat. Alors, la première mission des facilitateurs, ça va être de travailler avec une administration à résoudre le dysfonctionnement qui ne permet pas que le droit soit accessible à tous. Je vais prendre un exemple très parlant, vous êtes peut-être concernés. Si je prends la Fédération Wallonie-Bruxelles, et on espère que c'est une administration qui sera d'accord de travailler, il y a un endroit qui ne fonctionne pas bien en termes, et c'est pas de la volonté individuelle des fonctionnaires, c'est les bourses d'études. Donc tout ce qui a trait aux bourses d'études est extrêmement compliqué et même organisé de façon inégalitaire, puisque ça augmente les inégalités. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, on peut introduire sa demande de bourse d'études par ordinateur ou encore en version papier. Et la règle à l'administration, c'est de traiter d'abord celles qui arrivent en version informatique. On sait très bien que, par exemple, dans le monde populaire et le milieu défavorisé, ça ne va pas être la première ressource. Donc, ils vont déjà passer en dessous de la pile. Et, enfin, bref, etc. C'est engorgé, ils ont beaucoup trop de dossiers. Donc, il faut trouver des solutions à ça, absolument. Il n'y a pas que la somme. Il y a, ne fût-ce que arriver à avoir droit à la somme à laquelle on a droit, ce qui n'est déjà pas gagné. Donc, si un facilitateur travaille à cet endroit-là, le gros de son travail va être de puiser sur le terrain comment ça fonctionne ou ça dysfonctionne pour les gens, donc que les gens puissent dire j'ai eu, j'ai pas su, ça a été, etc., de façon à ramener, et comment on crée une ouverture d'esprit à l'intérieur de l'administration pour voir quelles sont les solutions à mettre en œuvre, est-ce que c'est toujours comme ça que ça doit être géré, est-ce que, etc. Forcément, dans ce mouvement d'aller-retour, c'est toujours le dedans et le dehors, aller puiser dans la société civile parmi ceux qui sont en perte de droit, ou en non-droit, ou les oubliés du droit, ou les rejetés du droit, selon. Ce mouvement d'aller-retour qui va venir de chez eux à l'administration va faire que forcément, il y aura des échanges d'informations qui iront dans les deux sens. Maintenant, l'information sur le droit qui fonctionne, si le facilitateur peut éventuellement jouer un rôle, ça entre directement dans la mission du service public. Par définition, par la charte des assurés sociaux, etc., c'est le service public qui a à mettre en œuvre le fait que les droits soient connus par les gens, soient compris par les gens, et que de façon proactive, tout le monde puisse y accéder. Donc, le facilitateur, il ne va pas devenir le magicien, à lui tout seul, qui va résoudre tout ça. Mais par le fait qu'il va créer ce lien, il va
tenter, avec d'autres, de créer une dynamique qui va amplifier la volonté de constituer du droit et qui va permettre de lever les obstacles qui vont constituer du droit. Alors il se peut qu'en travaillant cet endroit-là, on découvre qu'il y ait des dysfonctionnements dus à des décisions politiques, alors législatives. Eh bien, il faudra voir comment le facilitateur va faire remonter ça au plan politique, avec en principe l'administration à laquelle il est en interrelation, qui, elle, ne peut pas mener le combat politique, mais le réseau peut mener le combat politique avec plein d'autres acteurs quand ça concerne d'autres acteurs. Donc c'est là l'endroit où on va se trouver. C'est ça la mission, qui est déjà en soi une alchimie à construire. Il faut de l'audace de la part de tous les acteurs, de l'administration, du facilitateur, des intermédiaires qui sont à travailler avec, et il faut aussi de la modestie de la part de tous les acteurs. Et donc il va falloir créer cette alchimie permanente. Voilà, c'est ce que je peux expliquer à ce stade-ci. Il faudra en reparler quand ça aura fait ses maladies. En attendant la question suivante, je ne résiste pas à la tentation de demander à Luc, qui fut inspecteur, parce que donc on entend bien que dans notre démocratie, l'État soutient, en le subventionnant par exemple, une série d'initiatives, notamment critiques. Donc en voilà une. Il y en a plein d'autres. Dans vos accompagnements, vous voyez des limites, vous les mettez en lumière et vous vous demandez que cela change. Bon, donc il y a un soutien, disons, législatif, il y a un soutien, disons, financier. Et puis, j'ose pas parler d'accompagnement par l'inspection, mais il y a quand même des normes professionnelles à respecter. Alors, Luc, dans ton expérience, est-ce qu'il y a une inspection particulière à mettre en œuvre pour soutenir la fonction critique des associations? Eh bien, oui. J'ai tenté, et donc j'ai eu un grand plaisir. C'était mon dernier métier avant le suivant, enfin avant la retraite, il y a 3 mois. J'ai eu un immense plaisir à faire ce métier en le concevant comme un inspecteur pour la culture et par la culture et avec la culture. Et donc le parti pris que j'ai tenté de mettre en œuvre, que j'ai proposé aussi à mes collègues progressivement, c'est un parti pris que l'intelligence est contagieuse, comme la liberté d'ailleurs. Et donc, on a par exemple lancé à partir de 2010, d'abord dans les centres culturels en 2006-2007, et puis en éducation permanente à partir de 2010, là, on a lancé une invitation à l'auto-évaluation. Et cette invitation, c'était « Votre intelligence nous intéresse », en espérant qu'elle vous intéresse aussi, d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a tenté de s'approcher des associations en leur disant, vous savez, contrôler des choses aussi complexes est totalement impossible. La seule manière dont on puisse le faire, c'est que vous ayez, vous, l'intelligence de ce que vous faites et que vous puissiez nous le dire. Et celui qui nous dira qu'effectivement l'intelligence de ce qu'il fait est passée par 10 000 échecs et 10 000 difficultés, il ne sera pas jugé sur les difficultés, mais sur l'intelligence de parvenir à le dire. Vous voyez ? Et donc, il n'y a là-dedans aucune évaluation coercitive ni punitive. C'est une évaluation émancipatrice. Et la relation aux associations est une relation où l'émancipation est en jeu. Et où ce que nous voulons au nom de la loi sur l'éducation permanente populaire, au nom de la loi sur les droits, sur les centres culturels, ce que nous avons poursuivi, ce que j'ai poursuivi avec d'autres dans le travail d'inspection de la culture, pour la culture, c'est de veiller à ce que
les droits culturels des individus et des groupes soient servis par l'action associative, qu'elle-même soit donc porteuse d'une émancipation contagieuse, et que cette émancipation contagieuse fasse réseau, puisqu'effectivement, seuls, ni les individus ni les associations ne peuvent tirer leur plan. Alors j'ai rencontré sur ma route plusieurs associations qui portent ce qu'on appelle le courant de la psychiatrie de secteur ou de l'antipsychiatrie. Et j'ai eu une aventure, là, une aventure qui a été à la fois heureuse et malheureuse. C'est que l'association dont j'étais l'heureux inspecteur, une association liégeoise, quel bonheur de travailler avec elle, m'a à un certain moment donné interpellé en disant « Écoute, nous sommes massacrés par l'inspection sociale wallonne. » Massacrés, menacés, mis au pilori. On nous demande si vraiment nous avons le registre de d'où viennent et ce que font toutes les personnes titulaires de droit qui sont chez nous. On nous demande si nous sommes bien sûrs que chacun exerce son diplôme là où il doit l'exercer, dans les proportions prévues par les règlements les plus obtus, et donc jusqu'au point de menacer la subvention. Et donc j'ai tenté, mais c'est invraisemblable, autant imaginer la rencontre entre Brejnev et Kennedy, quoi. Hein, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Forte métaphore. Tenter d'organiser une rencontre entre l'inspection wallonne des affaires sociales et l'inspection communautaire de la culture. J'avais d'ailleurs secoué le cabinet là-dessus, puisque à un moment donné de l'histoire, la même ministre était ministre de la Culture d'une part et ministre des Affaires sociales wallonne de l'autre, après la prise des Nous voyons bien. Et donc j'ai dit à la ministre, écoutez, il faut être schizophrène, il y a une inspection qui détruit, une autre qui construit. Si on les mettait ensemble, eh bien, rien n'y a fait. J'ai rencontré là une version postmoderne de la Gestapo. C'est-à-dire, franchement, je pèse mes mots, ils seront transcrits, j'espère, dans les actes. Une version postmoderne, c'est-à-dire douce, mais extraordinairement violente, d'une inspection d'État qui ne veut pas savoir qui est en face d'elle et qui fait quoi. Qui a une seule obsession, qui est le respect d'une règle, fût-elle la plus obtuse et la plus contraire au bon sens. Et donc, nous n'avons rien pu tirer de cette réunion. J'ai donc été voir la ministre en lui disant « La Wallonie va enlever quelques dizaines de milliers d'euros à cette association qui fait un travail prodigieux. Je vous demande, au nom de l'éducation permanente, de compenser cette perte par la communauté française. » Ce qu'elle a fait. Mais voilà, j'ai retenu en tout cas de cela une confrontation sans nom entre l'inspection sociale wallonne et l'inspection communautaire de la culture. Nous ne vivons pas dans la même perspective démocratique. Merci pour ce témoignage assez précis. Je ne sais pas si ça vous a donné à penser ou à réagir. J'en ai entendu en tout cas beaucoup de réactions. Est-ce qu'on veut prolonger sur ce sujet ou en aborder d'autres ? Oui, Christine. Je ne veux pas dire grand-chose, mais suite à ce que Luc Carton vient de dire, c'est que... moi, je travaille depuis 81, 82, quelque chose comme ça, et j'exprime souvent, parce que je pense que c'est vrai, en tout cas, moi, j'ai vécu ça comme expérience, je ne dis pas que c'est une vérité, que... En tout cas, entre les années 80 et 90, là où je me trouvais, moi, en marchand famine, évidemment, c'était province de Luxembourg. Et à ce moment-là, province de Luxembourg, on pouvait parfois encore expérimenter, parce que de Bruxelles, tout le monde se foutait de ce qu'on faisait là-bas. Hein. Donc ça, c'était un peu un avantage, il faut bien le dire quand même. Mais enfin, il n'empêche, et que ce soit de la culture ou pas d'ailleurs, parce que c'était le cas, c'était une généralité pour la province de Luxembourg. Moi, j'ai eu la chance de commencer à travailler quand il y avait encore de l'espace de liberté et de confiance qu'on ressentait de la part de l'État. Qu'on soit peu aidé, pas beaucoup aidé, ou bien un peu ignoré, comme on l'était en province de Luxembourg, malgré tout, il y avait quelque chose de l'ordre d'une plus grande facilité à s'autoriser à créer quelque chose, à démarrer, à ne pas se poser tout de suite la question des normes, des règles,
etc. Et je dis ça pas en disant que c'est pas intéressant qu'il y ait des textes qui guident les choses, mais je n'ai quand même vu, moi, comme évolution jusqu'à présent, et alors heureusement, le processus d'éducation permanente et l'évolution qui vient encore d'y avoir en éducation permanente, j'espère, va continuer à tenir bon à cet endroit-là. Et je n'espère qu'une chose, mais c'est que ça contamine, tous les secteurs. Mais sinon, je n'ai quand même vu qu'une évolution coercitive de quasi tous les secteurs, en termes de contrôle social, de normes, enfin de choix des critères pour évaluer quelque chose qui ne font que s'éloigner du sens, pour être beaucoup plus sur, effectivement, des couperets, des chiffres, en fait, répondre à des injonctions qui viennent d'une hiérarchie supérieure. C'est un peu comme si on était dans un escalier de contrôle, à partir de l'Europe, et donc voilà. Mais je pense qu'il faut résister à ça. Enfin, ça demande aussi de faire alliance autour de ces choses-là, de faire alliance et en intersecteur, j'ai envie de dire, parce que en général, ce qui devient très coercitif dans un, malheureusement, va faire tache d'huile. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à dépasser les limites et à pouvoir se dire, quand un secteur est atteint, il faut que les autres s'y intéressent, et inversement. Donc, il faut s'intéresser à la cause de l'autre. Et je trouve qu'il faut s'appuyer terriblement sur l'éducation permanente, tant en termes de pratique que de texte, que d'enjeux et tout ça, pour essayer de contaminer, faire tache d'huile. Voilà, Est-ce que ça suscite d'autres interventions? Avant que je pose une bête question à vous deux. Voilà. Oui, Nicole. Moi, j'aurais envie de m'adresser à vous, mais surtout à tous mes collègues ici, que je connais, certains et d'autres que je ne connais pas. Parce que ce que vous avez dit cet après-midi résonne très fort, et très fort aussi avec ce qui a été débattu le matin sur la question d'être invisible. Or, ce que vous avez amené montre une visibilité, même dans l'invisible. Je commence par Emmeline. Elle a parlé des interstices. Mais qu'est-ce qu'on sait bien ce que ça veut dire, nous, ça? Waouh! Allez, tous ces moments, parfois volés, qu'on ne nous ait sûrement pas dit aux inspections, écoutez, comme vous saviez où ça s'est passé au bistrot? Ah, ça s'est passé dans la voiture, ça s'est passé ici et là, ça s'est passé au moment où on ne s'attendait pas, quand on était en train de se balader avec le chien ou chez le vétérinaire, et voilà, et voilà. Et donc, c'est quand même magnifique parce que c'est dans ces interstices que toute une pratique, et plus qu'une pratique, quand vous pensez bien, il y a 40 ans, où étaient toutes ces personnes? Elles étaient enfermées. On était dans l'enfermement. Les gens entraient dans des lieux et ils y mouraient. C'est comme ça que c'est né. Et donc, c'est dans ces interstices que finalement on a appris cette co-création. Alors je me dis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les personnes ont pu dire aussi pendant l'interstice des pauses. Comment est-ce qu'on pourrait remettre vraiment à l'honneur ces interstices et la puissance de ce qu'ils ont dans leur visibilité, et aussi que c'est magnifique que ça soit invisible. Il y a quelque chose parfois de la zone privée et qu'on n'a même pas trop à en dire de tout ce qui s'est passé dans ces moments. Ça, c'est pour toi, Emile. Et alors, Jean-Marie, évidemment, je connais bien Jean-Marie et j'apprécie tellement la clinique de la concertation. Parce que pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de participer, mais quelle merveille de visibilité. Quand à un moment, il y a une personne
qui a autour d'elle une personne ou plusieurs personnes, toutes les personnes qui ont été activées par ce qu'elle vit. Et là, c'est une autre manière, je trouve, de parler des interstices. C'est un peu, si vous voulez, dans ces rassemblements, et on les vit tout le temps dans l'accompagnement. Allez, on accompagne une personne, combien de fois est-ce qu'on dit? Mais on en accompagne tellement d'autres. Et puis il y a tellement de personnes qui sont interconnectées dans ces réseaux. Et donc, à un moment donné, quand toutes ces personnes sont là, d'où elles viennent, ce qui est magnifique dans les cliniques de la concertation, c'est que tout le monde, la parole de chacun est égale, est écoutée jusqu'au bout et est rapportée absolument pleinement. Et alors là, dans l'interstice de cette parole de chacun qui est activée, il y a quelque chose qui émerge. Et moi, ce que j'adore là-dedans, c'est que ce qui émerge n'était connu de personne au départ. Et c'est comme s'il y avait, enfin le mot va être un peu bizarre, mais une guérison spontanée, là il paraît que ça existe. On peut voir, et quand on voit dans les commentaires de la personne sur ce qu'elle dit, là c'est quand même bien magnifique. Il y a quelque chose qui a été rendu visible dans une certaine égalité. Voilà. Enfin, égalité, entendons-nous, mais en tout cas, quelque chose qui s'est co-créé entre toutes ces personnes et qui fait qu'on n'a plus du tout les mêmes perceptions des autres après. Quand Christine Mailly a parlé de quelque chose, évidemment, de tout ce qui se passe au réseau, qui est complètement magnifique, où là aussi, il y a quelque chose qui devient visible et actif par la place que vont pouvoir prendre toutes ces personnes dans les administrations. C'est carrément magnifique. Et c'est vrai que c'est une invitation aussi pour les services d'accompagnement à faire vraiment alliance. Hein. Tu viens de redire encore, donc, avec des secteurs différents, avec des formes différentes, de pouvoir s'allier. Alors je vais aller vite, mais Luc Carton, allez, la contagion positive. Comment est-ce qu'on va la créer dans cette résistance commune pour être contagieux dans la liberté, dans l'action émancipatrice et certainement pas dans l'enfermement? Alors là, allez, il y a plein de choses à réfléchir pour demain, tous ensemble. Il y a la nuit, il va porter conseil, et demain, j'espère que vous allez venir avec des bonnes idées pour le futur. Merci. Rendez-vous demain, en effet, puisque demain après-midi notamment, c'est l'action que l'association d'associations qui nous invite se propose de faire dans le futur. L'idée n'est pas de se contenter de constats. L'idée est aussi de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Je ne vois pas grand-chose, mais faites de grands gestes si c'est le cas. Oui. Robert. Peut-être demander à Emeline de poursuivre ce qu'elle avait entamé, parce que je pense qu'elle n'avait pas peut-être terminé, et puisque Nicole vient aussi de parler de ces interstices, je pense que ce serait intéressant, parce que nous avons encore le temps, puisqu'il n'y a pas de réaction du public. Mais je pense que ça nous dit beaucoup. Ça. Voilà, certainement. Et donc, je vais poser une bête question, la même, à Emeline et à Jean-Marie Lemaire. Donc, je l'assume dans sa bêtise, mais je pense que vous allez faire une réponse intelligente là-dessus. Donc, en écoutant votre exposé avec beaucoup de mauvaise foi, hein, on peut peut-être l'interpréter en disant, ne touchons pas à l'institution d'une part, ne touchons pas à la logique managériale d'autre part, travaillons dessus dans les interstices et laissons le reste se faire. Donc, vous voyez, la bête question, c'est est-ce que ce n'est pas une logique de statu quo finalement? Alors, bon, votre réponse l'un et l'autre m'intéresse, parce que tantôt, vous avez dit, la logique managériale au Québec, c'est un échec, mais enfin, il faut que ça se fasse quand même, donc j'aimerais bien vous entendre là-dessus.
il y a plein de choses là, parce qu'il y a la très belle intervention de Nicole, il y a la question qui m'invite à poursuivre, il y a cette fausse bête question. Bah, tu choisis, hein. Bon. Oh là 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 là. Par où commencer? Mais j'ai envie de revenir sur l'importance de la contamination et du rôle de l'association dont Luc a parlé. J'ai eu l'occasion, parce qu'on a brossé on est passé par différents secteurs, et l'effet de contamination, j'ai pu l'observer et en voir tous les bénéfices. Parce que je suis passée, comme je vous ai dit, j'ai parlé là du point de vue de l'éducatrice, hein, dans mon petit exposé. Parce que je suis passée d'abord par là. Et j'ai eu l'occasion aussi de travailler en éducation permanente. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que Luc avait été mon inspecteur et je ne le savais pas. Et, invisible. Et, et donc, je suis passée par l'éducation permanente avec tout ce travail de contamination, mais qui reste pour moi extrêmement périlleux, enfin très, très beau, mais très périlleux, parce que tout ce réseau, en fait, c'est très dur. On essaie d'organiser des événements sur Liège pour essayer de faire appel à toute personne à dire, voilà, vous êtes tous concernés par ces problèmes, comme tu le disais tout à l'heure. Mais il y a quand même une résistance massive où on reste quand même très fort dans le socio-cul et c'est très difficile d'aller vers les gens. Et puis maintenant, je travaille en fait dans le secteur de l'insertion socio-professionnelle. Et donc, je travaille non plus avec des personnes handicapées ou des personnes qui ont des problèmes de souffrance psychique, mais avec tout en même temps. Donc, tous les déclassés, donc tous les gens qui n'ont pas de revenus, des gens qui sont passés par la case prison, qui sont passés par la rue. Et donc, je suis encore très, très, très fort dans ce thème des interstices, de l'accompagnement, de la résistance. Et donc, je continue à concevoir mon travail comme la petite Emeline qui cultive son village de Gaulois qui résiste aux Romains. Et pour que les Gaulois résistent aux Romains, il faut l'association. Et il faut clairement une culture institutionnelle qui permette ça. C'est pas des travailleurs individuellement qui vont pouvoir organiser leur petite résistance. Ça doit vraiment se faire. C'est pour ça que je parlais des différentes strates, parce que je pense que c'est important de cultiver cet esprit interstitiel dans ces trois strates-là. Si ça se fait que au niveau pédagogique avec les bénéficiaires ou que dans le travail d'équipe, mais qu'on oublie la strate politique, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. C'est pour ça que j'ai essayé, et je pense que Luc a fait la même chose en passant par ces différents niveaux. Quelque part, c'était assez complémentaire, c'était de se dire c'est un tout. Et ce tout, ça commence par une position qui doit être assumée pleinement, c'est celle de célébrer l'intelligence des personnes avec lesquelles on travaille. Ça commence par là, et on essaye d'amener notre public le plus loin possible. Et voilà, je disais tantôt, aider une personne. On vient de subir une inspection de la région wallonne extrêmement féroce, où clairement c'est difficile d'expliquer les interstices. C'est difficile de dire qu'on a déconseillé à un stagiaire d'aller en intérim parce qu'il allait rater sa vie, et de lui dire que nous on célèbre. Par exemple, par rapport à la question du travail, une chose importante pour moi, c'est de dire je travaille pour gagner ma vie, mais dans son sens symbolique, évidemment, pas pour un salaire. Et c'est ce qu'on essaye d'instiller dans l'esprit des personnes avec lesquelles on travaille. Et donc, oui, cultiver l'interstice, ça se fait nécessairement de manière collective. Ça se fait en cultivant un bien commun au sens où on parle des personnes comme Pierre Bardot et Christian Laval, hein, dans leur magnifique livre sur le commun. Voilà, donc pour moi, ça se fait vraiment à toutes ces strates-là. Et si on en oublie une, forcément, on rate une partie du travail. Donc voilà une bête réponse. Merci beaucoup. Jean-Marie Lemaire, donc c'est vrai, hein, le Québec nous a vendu toutes ces technologies qui ne marchent pas. Hein. Bon, mais est-ce qu'il faut se greffer dessus ou est-ce qu'on peut les combattre? Sûrement pas les combattre. Par contre, les utiliser, les instrumentaliser, oui.
Donc, moi, j'ai été employé salarié de CPAS pendant 33 ans, au CPAS de Flémal. Et si vous voulez, 75% des situations, donc aujourd'hui je travaille toujours en centre de réadaptation fonctionnelle du club André Bayon, et je pourrais dire que 75% des situations absorbent 25% de notre énergie. Donc des gens qui utilisent les réseaux conformément aux projets de coordination qui sont mis en place pour eux. Et puis il y a 25% des personnes qui absorbent 75% de notre énergie. Ce sont ceux-là qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux qui sont récalcitrants. Et avec eux, il est possible avec un peu d'audace d'inventer des choses nouvelles et passionnantes. Et donc, je pense aujourd'hui que les logiques managériales, nous devons absolument faire alliance avec elles. Moi, ce que je demande, c'est qu'on ait des inspections quantitatives. J'appelle à des inspections rigoureuses de facultés d'économie pour voir comment le travail thérapeutique de réseau qui est mis en place avec les personnes qui mettent en difficulté les institutions, etc., mais en quoi économiquement il est beaucoup plus intéressant de développer des espaces collectifs de réflexion non plus autour d'eux, non plus à cause d'eux, mais avec eux, et bien plus que ça, grâce à eux, c'est-à-dire en reconnaissant une redevabilité à ces gens pour faire en sorte qu'on vive mieux ensemble. Et donc, dans une logique, une logique des arts martiaux, c'est d'utiliser l'énergie consacrée aux logiques managériales pour qu'ils viennent voir que ça coûte. Et à Statisticland, le Canada, quand vous avez un projet, vous avez à peu près 30% qui est consacré au projet et 70% qui est consacré à l'évaluation du projet. Et donc je me réjouis beaucoup du fait que l'on vienne ouvrir un regard économique, qualitatif, quantitatif, pas qualitatif, et d'appeler au contraire à une évaluation quantitative, combien ça coûte, combien ça rapporte. Parce que je suis absolument certain que le développement des cliniques de concertation qui aujourd'hui s'étendent sur la Belgique, la France, l'Italie, sur l'Algérie, sur le Mali, sur le Canada, en appelant à ce regard quantitatif, on va pouvoir voir que d'un point de vue managérial, il est beaucoup plus intéressant de travailler avec et grâce aux familles en détresse multiple que autour d'elles et en exclusive coordination. Donc, il y a de l'intelligence aussi dans les logiques managériales et on doit faire alliance avec l'intelligence contenue dans les logiques managériales. Alors, le travail que nous faisons est extrêmement inspiré des 7 piliers de la sagesse de Laurence d'Arabie. Qu'est-ce qu'il faisait, Laurence d'Arabie? Il ne faisait pas de dégâts et il attaquait les lignes de communication. Donc on a là-bas un modèle extrêmement intéressant. Et qu'est-ce qu'il avait, Laurence d'Arabie? Il avait des moyens de déplacement, une vitesse de déplacement extraordinaire que n'avait pas évidemment l'armée turque. Et donc aujourd'hui, ce que nous pratiquons dans les associations nationales, les 4 associations nationales existantes actuellement, dans l'ordre d'apparence, l'italienne, la française, la belge et l'algérienne, bientôt la fédération internationale, c'est que nous pratiquons le nomadisme concertatif. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement heureux quand le politique récupère notre travail. À l'heure actuelle, en France, par exemple, on a affaire à des structures interministérielles, etc., qui récupèrent les propositions que nous faisons. Nous sommes très heureux parce que comme on a 10 projets en réserve, une fois qu'ils ont récupéré le projet, ça veut dire qu'on peut se consacrer à ceux qui vont être plus innovants que celui qui a été récupéré par le politique. Donc nous n'allons jamais solliciter le politique. C'est le politique qui vient nous solliciter.
Et une fois qu'il nous sollicite, souvent, il étouffe un peu les choses, donc c'est pas grave, on se déplace, on va ailleurs. Et donc, sur cette question des logiques managériales, c'est certainement pas, et je peux le dire de manière très ouverte, ce n'est pas du tout en adhérant à ces logiques managériales, mais c'est en adhérant à la petite proportion d'intelligence qui existe aussi dans ces logiques managériales que nous pouvons solliciter ce regard quantitatif. Ça coûte beaucoup moins cher de passer par des cliniques de concertation, ça coûte beaucoup moins cher de prendre le risque d'un travail thérapeutique collectif avec une famille en détresse multiple, plutôt que de travailler dans les, comme ils appellent ça au Canada, en silo, hein, en ne prenant jamais ce risque de mettre en commun les savoirs hétérogènes que comportent les différents experts. Voilà, alors est-ce qu'il y a, il nous reste un quart d'heure, hein, des questions qui n'auraient pas pu s'exprimer ou être traitées selon vous? Encore une belle question, cette fois-ci pour Christine. Donc, vous savez, mais tu vas nous l'expliquer, qu'il y a eu et qu'il y aura peut-être encore un plan wallon de lutte contre la pauvreté. Est-ce que la question de l'accompagnement y aura ou pourrait y trouver une place? Oui. Peut-être, parce que je ne sais pas ce que vous en savez, juste en quelques mots, l'histoire de cette réalité-là. Donc, sous la législature précédente, et c'est pour dire aussi que c'est lié à la forme et à la manière. Sous la législature précédente, quand les gouvernements sont en train de former, ils reçoivent. Hein, parfois, on en a beaucoup entendu parler cette année parce qu'il y a eu le processus Coquelicot, donc ça a été beaucoup plus public et il y a eu beaucoup plus de consultations. Mais enfin, en général, les formateurs, donc il y a un gouvernement, ils reçoivent. Et cette année, ils ont reçu beaucoup plus ouvert, mais d'habitude, ils reçoivent plutôt les syndicats, plutôt l'Union des entreprises, Interenvironnement Wallonie, etc. Et il se fait que, sous la législature précédente, ils avaient reçu aussi le réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Je dis ça parce qu'on y est allé, nous, dans une forme un peu particulière. On y est allé à une dizaine de personnes. La dizaine de personnes, il y avait 8 témoins du vécu militant, donc c'est le militant dont je vous parlais tout à l'heure. Il se fait que, pas tout à fait le fruit du hasard, mais enfin, on n'a pas cherché à ce que ça soit 8 femmes, mais c'était 8 femmes. Et puis 2 travailleurs. Et on s'est retrouvés là, à ce moment-là, les formateurs, c'était Paul Magnette et Benoît Ludgen. Hein, c'était donc le premier gouvernement de la législature précédente. Et on a laissé s'exprimer les témoins du vécu militant qui le font dans la dynamique et le travail qu'ils impulsent et qu'on développe et qu'on soutient au réseau, c'est-à-dire toujours de partir de réalités vécues et d'aller vers des propositions. Et en tout cas, là, avec une grande franchise, les militants leur ont dit, mais on ne sent pas du tout que la pauvreté vous intéresse, on ne sent pas que ça fait partie des préoccupations, etc. Bref, je passe les détails. On est sorti de là et le lendemain matin, on a eu un coup de fil d'une personne qui accompagnait les 2 formateurs, disant on va ajouter une ligne dans la déclaration de politique régionale, donc ce texte qu'en principe ils suivent pendant la législature, sur lequel ils se mettent d'accord. Et la ligne c'était on va mettre en place un plan wallon de lutte contre la pauvreté. Donc il y a eu la législature précédente, un premier plan wallon de lutte contre la pauvreté, qui, on ne peut pas dire qu'il a été construit complètement sans les gens, parce que nous, on était associés à 5 réunions, mais on est allé de nouveau dire ce qu'on voulait. Après, le gouvernement s'en est saisi et c'est devenu son plan. Donc, si on l'avait écrit nous-mêmes, ça n'aurait pas été celui-là. Il y a des trucs qui étaient dedans qui étaient bien, il y avait des trucs imbuvables, il y a des trucs qui n'y étaient pas, c'était fort timoré, etc. Bon, voilà. C'était la législature précédente.
Ça étant, on aurait pu se décourager parce que les mesures elles-mêmes à l'intérieur du plan n'étaient vraiment pas très audacieuses. Et malheureusement, en plus, les une ou deux très audacieuses, une elle a été retirée tout de suite, c'était lié à l'énergie. L'autre, le fonds de garantie locatif, ça a tellement traîné que ça ne s'est pas fait. Enfin, donc voilà, il n'y a pas eu de grands résultats au niveau des mesures. Mais par contre, c'est pour ça que je dis que aller travailler dans le dedans parfois. Par contre, c'est ça, c'est l'existence du plan qui nous a permis, à nous, de ne plus devoir forcer les portes aux pieds de biche pour rencontrer et le monde politique et le monde des administrations, parce que c'était inclus dedans qu'on allait pouvoir le faire. Et donc, c'est ça qui nous a permis d'aller construire du travail avec les administrations, d'aller interpeller le politique davantage et d'arriver à maintenant une nouvelle déclaration de politique régionale où, c'est pas encore le miracle, hein, mais il y a beaucoup plus. Et il y a eu une autre écoute, et on est beaucoup plus loin. Et c'est ça qui a fait qu'il va y avoir des facilitateurs, etc. Donc, voilà, ça c'est pour expliquer un peu l'histoire et le processus, etc. Et donc, ça a multiplié les rencontres avec les témoins du vécu militant, etc., et nous-mêmes, enfin, voilà, sous différentes formes. Alors ici, dans ce nouveau plan, la déclaration de politique régionale, elle dit un peu de choses par rapport à l'accueil, au handicap, etc. Est-ce qu'elle dit tout? Sûrement pas. Est-ce qu'elle dit parfaitement? Je ne crois pas, mais vous êtes meilleur évaluateur que moi par rapport à ça. Mais j'ai envie de dire que dans ce qui va s'appeler, j'espère qu'ils vont garder le vocabulaire, vous allez me dire c'est une bêtise, mais normalement dans ce qui va s'appeler, plus un deuxième plan wallon de lutte contre la pauvreté, mais une stratégie wallonne de réduction des inégalités pour lutter contre la pauvreté, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on est arrivé à faire écrire ça pour le moment, j'espère que ça sera le titre, que ça va le rester, parce que le titre il dit des choses, évidemment, sur la manière dont on va... Donc je pense que dans ce qui va s'élaborer, une stratégie réduction des inégalités, il n'y a aucune raison à ce que les droits non rencontrés qui sont à l'intersection de la pauvreté liée à quelque autre forme de difficultés auxquelles sont confrontés les gens, des défaillances, etc., qui ne puissent pas se trouver des choses à cet endroit-là. Il n'y a aucune raison. Ce qu'il va falloir, c'est avoir une vigilance à se croiser, se voir, pour amener autour de la table du débat. Parce que soit cette stratégie wallonne, c'est le danger de la deuxième. Hein, on va plus loin, on va mieux. Le danger, c'est qu'il y en a une première et qu'il ne faudrait pas que la deuxième soit écrite par l'IEV, par Etopia et par... je ne sais plus, du MR, le centre Jean Goll du MR. Hein. Il ne faudrait pas que ça soit écrit par eux, évidemment. Hein. Quand il y a eu un premier, c'est parfois un peu le danger, hein, notamment de ceux qui connaissent un peu. Hein, c'est de dire, on va repartir du premier, on va donner ça à 2-3 techniciens, ils vont réécrire un peu l'affaire, en faisant attention à ce qui a été dit, etc. Donc nous, pour le moment, et donc je vous le dis parce que c'est des liens qu'on peut avoir ensemble, on veille au grain pour voir comment... c'est aussi, et de nouveau, avec les acteurs de terrain et les populations concernées, qu'on va se trouver autour de la table sur comment écrire cette deuxième stratégie wallonne. En sachant qu'on est déjà quand même un pas plus loin, puisque dans la déclaration politique régionale, il y a déjà des points évoqués. Il y a déjà des points évoqués en disant il faudra arriver à tel objectif, tel autre, donc ils vont se trouver dedans. Mais elle n'est pas écrite, cette stratégie wallonne. Il faut l'écrire. Donc, voilà, moi je pense qu'il n'y a aucune raison de se dire que des liens de ce type-là ne peuvent pas se faire. Alors, j'attire l'attention sur une chose, mais ça, c'est lié à l'habitude que... Enfin, quand on a, et ça existe dans le monde politique, une difficulté... Ça existe dans tous les mondes d'ailleurs, hein, mais c'est parce que c'est celui-là qui est notre interlocuteur à cet endroit-là. Quand il y a une difficulté à voir comment combattre la pauvreté, c'est-à-dire comment permettre qu'à travers toutes les politiques structurelles, les droits puissent s'exercer, on a régulièrement des politiques qui remplacent la lutte contre la pauvreté par faire un peu plus en matière de handicap. Je le fais exprès de le dire comme ça. Donc, ils vident en quelque sorte la poche pauvreté et ils se disent « Ah oui, mais sur le handicap, ma foi, la population est plus sensible et puis peut-être que si on fait un peu d'aide matérielle comme ceci, et ça compense. » Je dis ça parce que
on vient de voir sous la législature précédente la Flandre, l'ANV en particulier, qui était au pouvoir et qui est toujours, qui a fait ça. La Flandre était beaucoup plus loin que nous en termes de plan de lutte contre la pauvreté. Et lors de la dernière législature, il y a du recul net sur certains aspects qui étaient mis en place, qui touchaient vraiment à la pauvreté et à l'accès aux droits des ménages, et qui étaient un peu vidés de leur substance. Et en fait, ils le remplacent par, et c'est pas ce que je pense moi, mais pour eux, par la lubie du handicap. Et on élimine la question de la pauvreté. Et donc mes collègues flamands m'en parlent parce qu'il y a du vrai recul. Alors, ça ne dit pas que ce qui est proposé sur le handicap n'est pas utile, c'est pas ça. Hein. Mais c'est comme s'il y avait... ça paraît plus simple, ça paraît plus séduisant, ça paraît... je ne suis pas d'accord avec tout ce que je dis, hein, vous l'avez bien compris. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut se parler et faire alliance en se disant qu'est-ce qui est constitutif de droit que les personnes vivent une déficience ou pas, de droit économique, du droit au logement, du droit, etc. Il est évident qu'il y a des personnes qui ont des défaillances, et tant mieux pour elles, qui sont dans une certaine aisance, dans des cadres de vie familiaux très entourants, etc., qui auront toujours plus facile de régler les choses, même si peut-être affectivement c'est très dur, même si... etc. Et alors qu'il y en a d'autres dont ce n'est pas le cas. Donc moi, j'appelle à ce qu'on se concerte. Le message est très clair. Bon, il nous reste 5 minutes et donc je vais demander à chaque intervenant de se faire violence et de faire comme s'il pouvait avoir le dernier mot de cet après-midi en nous disant en une phrase ou deux ce qu'il souhaite que vous reteniez ou ce qu'il souhaite eux retenir des débats que nous venons d'avoir. Alors, Jean-Marie Lemaire. Pour moi, en tant que clinicien, en tant que médecin, c'est de reconnaître la portée thérapeutique du travail collectif, c'est-à-dire de refuser la monopolisation du travail thérapeutique chez les seules catégories des accords accoyer en France qui attribuent aux seuls psychiatres et psychologues une valeur thérapeutique et de reconnaître la valeur thérapeutique du travail de réseau, c'est-à-dire de voir comment ces 25% dont je parlais, des familles en détresse multiple, nous aident à inventer des modèles thérapeutiques innovants. Voilà, merci. Luc. Mais, 2 phrases qui sont chacune une petite histoire. La première histoire, c'est la petite vendeuse d'oranges. Elle avait dressé une pyramide d'oranges au début du marché, au sud de la planète, quelque part, et passe évidemment un blanc qui lui dit combien les oranges. Elle dit 1 dirham le kilo, et il dit ok, je prends tout. Elle dit pas question, monsieur. Qu'est-ce que je ferai jusqu'à ce soir? Ça, c'est la première histoire. C'est une histoire, évidemment, qui est un peu en contraste par rapport à la logique managériale et qui montre que la relation socio-économique prend sens dans les relations sociales et dans la signification qu'elles ont, c'est-à-dire, en définitive, dans la culture. Et l'autre histoire est une histoire de résistance. J'étais un jour appelé comme évaluateur du Fonds social européen, vous imaginez l'horreur, à assister à une scène. La scène, c'est, il y a les financeurs d'un côté, il y a les travailleurs, les travailleuses et l'association d'un autre, et enfin, il y a les titulaires de droits, qu'on appelle parfois les bénéficiaires ou les usagers, d'un troisième côté. Et les financeurs disent leur inquiétude. Le taux de rotation est faible et donc les usagers restent. Or, dit-il, ils devraient partir à l'emploi. C'était un dispositif d'insertion par la culture pour les personnes titulaires du revenu minimum. Et alors, il y a un titulaire de droit qui se lève et qui dit « Monsieur, vous faites fausse route. J'ai jamais été aussi bien de ma vie. J'ai appris la peinture, ici. Avant ça, j'étais manœuvre. Et vous ne m'aurez plus dans vos emplois de merde. Je n'irai pas chez Carrefour. Je revendique que mon seul emploi possible soit éventuellement gardien de musée
Autrement, je continuerai à faire de la peinture ici. La gueule des financeurs était belle à voir. Belle histoire. Émilie. Ouais, c'est difficile parce que je suis contaminée par tout ce qui vient de se dire, donc je ne sais plus dire ce que je voulais dire. Mais ce qui est revenu, c'est la question du sens, de la contamination, et donc le fait de pouvoir cultiver ce qu'on appelle des praxis instituantes, ça me semble important, comme dispositif de résistance, pardon, et ça se fait à plusieurs, voilà. Ça ne se fait pas tout seul dans son coin, et ce sont des choses qu'on doit cultiver ensemble. Voilà. Très bien. Christine, le dernier mot. Le dernier des derniers mots. Voilà. Moi, voilà, très court, je me disais, autorisons-nous à faire de la politique ensemble. Et donc, sortons chacun à la fois de nos bulles de confort, mais aussi parfois de l'enfermement dans lequel on ne se rend pas compte qu'on se place parce qu'on est envahi par la multitude des choses. Mais je pense qu'il faut s'autoriser à faire de la politique ensemble, et que de toute façon, quelle que soit la manière dont on exerce son métier, dont les institutions sont organisées, c'est une forme politique. Et donc en prenant encore plus conscience ensemble et en se disant faisons-le, alors faire de la politique ensemble, vous l'avez compris, hein, c'est constituer du droit et s'autoriser à exister dans des sphères variables de la société pour influencer ces dispositifs avec les populations qui sont directement concernées.